J'espère que votre semaine s'est très bien passée. Alors, comme prévu, aujourd'hui, nous allons continuer avec notre cours. Juste un petit rappel, n'oubliez pas de laisser des likes si vous avez aimé et surtout de vous abonner à la page. Abonnez-vous pour pouvoir ne pas rater les prochaines vidéos et nous aider à agrandir notre communauté. Et enfin, partagez avec vos proches, permettez à vos proches de bénéficier aussi. Eux-mêmes produire leur alimentation. Donc, nous allons, chers amis, voir à présent le sous-chapitre numéro 2 qui s'intitule, sinon qui est beaucoup plus basé sur les mesures et paramètres à prendre en compte dans la formulation de programme. Nous avons parlé de tout, mais il faut voir quelles sont les mesures et paramètres que nous devons prendre en compte pour formuler notre programme. Et nous allons voir parmi les mesures déjà à prendre, il y a le tri des aliments, c'est-à-dire le tri des matières premières. Donc, comme je le disais, nous allons voir en sous-chapitre de les mesures et paramètres à prendre en compte dans la formulation de programme. Et au nombre de ces mesures-là, nous allons commencer par les mesures. Au nombre de ces mesures, nous avons par exemple le tri des matières premières. En réalité, qu'est-ce que c'est que le tri des matières premières? Lorsque nous achetons les matières premières, même en sac, depuis les champs, tout ça, quand nous envoyons avec les sacs, il ne faut pas tout de suite envoyer comme ça au stockage. Ces matières premières, en réalité, il faut ouvrir ces sacs-là, regarder les matières premières, tamiser, éviter les matières premières qui peuvent contaminer, c'est-à-dire trier toutes les matières premières qui sont déjà contaminées, où il y a eu déjà des charançons mangés ou des moisissures, tout ça, les mettre à part. Utiliser ceux-là en premier lieu dans les formulations et garder les matières premières qui sont encore saines, non attaquées, maintenant en sac au stockage. Cela évite à ce que les matières premières soient vite détérioré ou quoi que ce soit. Donc, lorsque nous allons acheter les matières premières, il faut trier, voir quelle est la qualité des matières premières avant d'insérer ça dans notre alimentation. Donc, mettre à part les matières premières qui sont en train de se détériorer pour vite les utiliser dans la formulation et ceux qui sont encore en bon état, les garder en stockage. Cela fait que le stockage n'aura pas grand souci. Donc, il y a le tri des aliments. Après le tri des matières premières, eh bien, nous avons aussi le séchage. Comme je l'expliquais tantôt, les matières premières, lorsque nous achetons Beauchamp, ne sont pas déjà tout de suite assez séchées. Et lorsque nous les achetons et que ce n'est pas encore assez séché ou que nous constatons que l'humidité est un peu importante, la meilleure solution pour éviter tout problème, c'est de sécher. Un sachet, un grand sachet ou une bâche. Vous ouvrez les sacs, vous séchez les matières premières une semaine et voilà, vous êtes sûr d'avoir pris les mesures nécessaires pour que les matières premières que vous avez achetées soient bien dans le stockage. Mais en même temps, avant que les matières premières n'entrent dans la formulation, il faut que les matières soient séchées. Parce que si les matières ne sont pas séchées avant d'entrer dans la formulation de programme, cela va rendre un peu plus grand, sinon va multiplier les chances que votre programme se détériore assez tôt. Parce que tout simplement, il y a des matières qui ne sont pas encore très bien séchées, donc qui ont encore un peu d'humidité. Lorsque vous allez l'intégrer dans la formulation, cette humidité va se mélanger à d'autres matières premières et petit à petit, ça va donner naissance à des charançons, à des moisissures et cela s'aggrave.
matières, parce que parfois même nous avons des proventes, lorsque l'humidité est là, qui se collent ensemble. Vous avez des trucs qui se collent ensemble, ce n'est plus bien, parce que même quand vous cassez, il y a un arrière-odeur en fait. Il y a une odeur qui vient de ces fermentations, bien de ces fragmentations de provence. Donc le mieux, c'est quand même de sécher les matières premières avant stockage et avant intégration dans la matière première, pour être sûr que voilà, nous avons pris les conditions nécessaires. Donc voilà, il y a aussi le séchage. Donc nous avons le tri des matières premières, nous avons aussi le séchage des matières premières. Une autre chose qu'il faut, qui est important, c'est, je ne sais pas s'il faut dire, bon, je dirais le grillage, sinon la torréfaction. Nous avons certaines matières premières en réalité qui ont des antinutritionnels. C'est quoi un antinutritionnel? Des antinutritionnels, en fait, c'est des substances toxiques qui se retrouvent dans certaines matières premières, comme le soja, comme le coton, et qui peuvent vraiment faire très mal aux humains avant même de parler des animaux. Même pour un humain, quand il consomme de ces matières premières dans ces conditions-là, il a de véritables troubles qui peuvent même envoyer à la mort. Donc, si c'est possible pour un humain, alors pour les animaux aussi, c'est possible. Donc, c'est des matières premières en réalité qu'il faut créer, sinon torréfier. Donc, il faut torréfier ces matières premières-là avant de les intégrer dans la formulation. La torréfaction se fait sur le feu, c'est comme lorsque nous sommes en train de cuire, sinon de frire l'arachide. Nous sommes en train de frire l'arachide avec le sable comme le fait nos mamans traditionnellement. C'est comme ça que se fait. Vous mettez les matières premières soit dans une jarre ovale pour pouvoir bien remuer le tout afin que tout ce qui est dedans soit passé au chaud. Donc c'est une pression flash au chaud que nous faisons, qui est la torréfaction, afin de donner une certaine chaleur, une certaine température à cette matière première qui nous permet d'éliminer de ces antinutritionnels-là, voire même d'anéantir complètement, de rendre leur effet insignifiant sur l'organisme des humains comme celui des animaux. Donc il y a le grillage des matières premières, sinon la torréfaction des matières qui est importante aussi avant la formulation de provence. C'est le cas du soja, c'est le cas du tourteau de coton, pardon, c'est le cas aussi des recettes de manioc par moment, en fonction des variétés bien sûr, et etc. Donc, après le grillage ou la torréfaction, maintenant nous allons voir la cuisson, qui est aussi une mesure qui est prise en compte avant, sinon dans les paramètres de formulation. Donc, la cuisson qui est aussi une mesure importante. En fait, la cuisson, en quoi ça consiste et qu'est-ce que c'est? Pourquoi la cuisson? Il n'y a pas une grande différence en fait. L'objectif de la cuisson, c'est le même que le grillage ou la torréfaction. L'objectif, c'est de détruire les antinutritionnels. Lorsque la formulation est importante, lorsque les matières premières, qu'on veut utiliser, sont importantes, lorsque nous voulons aller déjà au-delà de 300, 400, 500, 1 tonne, 2 tonnes, 5 tonnes de production de matière, de provence, pardon, parfois il est mieux, sinon il est recommandé de cuire au lieu de torréfier. Parce que torréfier, en réalité, c'est un exercice un peu contraignant qui fait que parfois on néglige l'aspect important, l'aspect clé de cette opération-là, et on ne fait pas bien la torréfaction, ce qui n'est pas bon et qui peut être dangereux pour les animaux. Donc lorsque la quantité est importante, afin de ne pas contraindre dans la torréfaction, on fait la cuisson carrément. Donc on cuit à la vapeur, on cuit à la vapeur ces matières premières-là, notamment spécialement le soja, pour en réalité détruire, rendre inefficace, sinon inoffensif, ces antinutritionnels-là, avant d'incorporer ces matières dans la provence, pour être sûr qu'il n'y a pas de risque. Donc nous avons la cuisson. Donc, nous avons la cuisson des matières.
notamment le soja grain. C'est la matière principale pour laquelle cette opération est souvent effectuée. Maintenant, après ça, nous allons voir maintenant les paramètres. Les paramètres à prendre en compte dans la formulation. C'est-à-dire, nous venons de finir avec les mesures, nous allons voir les paramètres. Donc, nous allons voir les paramètres à prendre en compte dans la formulation de programme. Eh bien, lorsque nous parlons de paramètres, en réalité, c'est les choses sur lesquelles nous devons baser notre formulation de programme. Et au nombre des paramètres, nous avons par exemple l'animal, sinon le sujet que nous voulons nourrir. En réalité, le sujet que nous voulons nourrir est la principale base de notre formulation. Donc, c'est la première des choses dans les paramètres à prendre en compte. L'animal, il faut connaître l'animal. C'est-à-dire, quand je dis connaître, c'est d'avoir quelle est la source de l'animal, quelle est sa résistance, quel est son taux d'humidité et c'est pas quelles sont les conditions dans lesquelles il faut vraiment garder cet animal-là, quels sont ses besoins nutritionnels, quelle est sa ration, quel est son grain pour pouvoir suivre l'évolution à son niveau aussi et au niveau de notre cheptel pour voir si nous sommes dans les normes. Donc l'animal est très important, la connaissance de l'animal. Lorsque je dis la connaissance, ce n'est pas qu'au vu, c'est dans les critères, dans les aspects techniques de la production, c'est très important. Donc, le premier paramètre à prendre en compte dans la formulation, c'est très bien et bien l'animal, la souche, le sujet que nous voulons nourrir, que nous voulons produire. Donc, nous avons l'animal. Donc, je l'écris en grand caractère pour notifier que c'est très important la connaissance de l'animal. La connaissance de l'animal est basée sur, d'abord, quelle est sa race, quelle est la souche. Donc, il y a race, sinon souche, quelle est sa race, quelle est son souche, quels sont ses besoins, quels sont ses besoins, quel est son indice de conversion, de consommation. Donc, autant de facteurs en réalité qu'il faut, autant de choses qu'il faut connaître sur l'animal avant de pouvoir dire que nous voulons lui formuler une alimentation. Donc, il faut vraiment connaître. Et la meilleure manière de connaître l'animal, c'est de demander à notre fournisseur de poussins ou notre fermier chez qui nous allons prendre pour qu'il nous donne beaucoup plus d'informations par rapport à ces animaux-là, pour que nous aussi, on puisse vraiment en prendre soin comme cela se doit et en bénéficier aussi comme cela se doit. Est-ce que c'est un animal d'accoutrement? Est-ce que c'est un animal de compagnie? Est-ce que c'est un animal pour nous produire des œufs? Est-ce que c'est pour du lait? Est-ce que c'est du laine? Est-ce que c'est de la peau? Ça dépend de ce que nous cherchons. Il faut qu'on ait ces informations pour mener à bien l'opération de production à notre niveau afin que aussi nos objectifs soient atteints. Donc, la première des choses, c'est bien l'animal. Et voilà, nous avons tout ça. Nous avons aussi l'âge de l'animal, nous avons le poids de l'animal, assez de choses qu'il faut connaître pour pouvoir mener à bien son élevage. Après la connaissance de l'animal, il y a maintenant l'objectif. Quel est notre objectif de production? Parce que en toute chose, il faut d'objectif. Il faut savoir qu'est-ce que nous attendons, sinon qu'est-ce que nous cherchons avant de pouvoir entamer notre activité. Donc, il y a l'objectif. Donc, quel est notre objectif dans notre travail? L'objectif nous permet de mieux nous situer, de savoir est-ce que ce que nous voulons faire, c'est possible. Donc, il faut connaître l'animal, il faut connaître l'objectif. Est-ce que nous voulons des œufs? Parce qu'on peut élever bien et bien des poules pondeuses juste parce que nous aimons la couleur de leur peau, mais que l'objectif ne soit pas les œufs, mais que ce soit la viande. Dans ce cas, l'alimentation que nous allons leur donner n'est pas la même que l'alimentation que nous allons leur donner lorsque nous sommes à la recherche des œufs. Parce que le faire, ce serait une perte si éventuellement l'aliment qu'il faut leur donner pour la chair n'était pas la même que l'aliment dont ils ont besoin, par exemple, pour pouvoir produire quoi? Pour pouvoir produire de la chair. Donc,
c'est important. Il faut connaître l'objectif. L'objectif, c'est-à-dire sur combien d'années nous voulons le faire, comment nous voulons le faire, qu'est-ce que nous attendons. Est-ce que c'est de l'œuf que nous attendons de cette production? Est-ce que c'est de la viande? Non. Est-ce que c'est de l'œuf? Est-ce que c'est de la viande? Est-ce que c'est du lait? Est-ce que c'est de la peau? Est-ce que c'est ce que nous recherchons? C'est en fonction de ça, nous allons faire quoi? Nous allons nourrir, sinon formuler une alimentation pour notre cheptel. Donc, après les objectifs, nous avons maintenant les matières premières. C'est bon de connaître l'animal, c'est bon de connaître l'objectif. Mais c'est aussi très important de connaître les matières premières qui veulent entrer dans la formulation de la couronne. Lorsque quelqu'un, par exemple, ne connaît pas très bien le taux de coton et qu'il met le coton dans une alimentation et n'ajoute pas le sulfate de fer, par exemple, pour pouvoir atténuer les effets de l'antinutritionnel qui se retrouve dans le coton, bienvenue les dégâts. Et il va devoir en assumer parce que c'est assez risqué de payer. Il n'a pas pris connaissance des matières premières qu'il a utilisées avant de les utiliser. Donc, il ne sert à rien d'aller chez quelqu'un qui fait les formulations, lui dit, bon, et vous avez quoi? Ok, fais-moi ci, fais-moi ci, fais-moi ci. Ou de laisser quelqu'un vous faire une formulation alors que la personne ne maîtrise pas. Parce que la personne risque de vous donner des matières premières qui vont encore causer des problèmes à votre investissement, à votre production. Et voilà, vous allez devoir assumer seul la responsabilité. Donc, il faut connaître les matières premières. Donc, connaître les matières premières. Connaître les matières premières nous évite les risques d'intoxication, de maladies, de malnutrition, etc., etc. Parce que lorsque nous connaissons les matières premières, nous savons quels sont leurs taux de ci, leurs taux de ci, leurs taux de ci, et ça nous permet de mieux calculer, sinon avec précision, qu'est-ce qui est dans notre alimentation et quelle est la qualité physiologique de notre alimentation. Parce que les connaître nous permet de connaître quelles sont leurs valeurs nutritives. D'abord, quels sont les antinutritionnels, donc quels sont les risques d'utilisation de telle ou de telle matière première dans notre alimentation, quels sont les risques de cela sur notre pauvre, quel est le taux d'humidité, comment en prendre soin, etc., etc. Donc, autant de facteurs en fait. Même la limite d'incorporation. Connaître les aliments nous permet de connaître quelle est la limite d'incorporation dans tel ou tel, ou de tel, ou dans la formulation de tel ou tel aliment. Donc ensuite, après les matières premières, après avoir pris connaissance des matières premières, il faut connaître nécessairement la fiche. C'est-à-dire, la connaissance des matières premières nous interpelle à connaître la fiche d'incorporation. Donc, la fiche d'incorporation. La fiche de limite donc, connaître les matières premières nous oblige à connaître la fiche de limite d'incorporation des matières premières dans une formule en fonction de l'objectif et de l'animal. Donc, quand on connaît la fiche de limitation d'incorporation, c'est alors facile pour nous de pouvoir faire notre truc. Parce que là, on connaît la fiche, il faut aussi maintenant connaître les besoins. Les besoins nutritionnels. Donc, il faut connaître les besoins nutritionnels de l'aliment. Lorsque nous connaissons la fiche de limite d'incorporation, nous connaissons les besoins la besoin nutritionnel au fait de l'aliment ou bien de l'animal que nous voulons nourrir. Alors, c'est maintenant facile pour nous quand nous connaissons les taux d'humidité de. Donc, il faut connaître ce qui est le taux d'humidité. Et c'est alors très facile maintenant pour nous quand nous connaissons tous ces aspects, c'est-à-dire l'animal, l'objectif, les matières premières, la limite d'incorporation, les besoins nutritionnels, le taux d'humidité. La connaissance de tous ces facteurs réunis nous permettent maintenant de faire une alimentation de qualité. Donc, ce sont les paramètres à prendre en compte dans la formulation de votre provente chez vous à la maison. Maintenant, nous allons voir en sous-chapitre 3 comment formuler une provente. Donc,
sous-chapitre 3, formulation de programme. Donc, en ce chapitre 3, nous avons la formulation de programme elle-même dite. Pour ceux qui ont le document chez eux, voilà, nous avons mis un tableau où nous avons pris des matières premières pour formuler une programme. Nous ne sommes pas en train de vous dire que cette programme est une programme complète pour tel ou tel. C'est un exemple de formulation que nous avons faite pour vous montrer en réalité comment on fait une formulation de programme tout en respectant les limites d'incorporation et en prenant soin de respecter les besoins nutritionnels avec en accompagnement les supervitamines, sinon les aliments sains comme le prémisse, la méthionine, la lysine, pour au cas où nous avons un déficit de matière première ou perte de valeur nutritive au niveau d'une matière première donnée, que ça puisse se faire combler. Donc pour ceux qui ont les documents, vous verrez après le sous-chapitre 3, le tableau que nous avons là qui nous montre les matières premières que nous pouvons utiliser dans la programme. Sinon, qui nous montre un exemple de formulation de programme qui est consigné dans un tableau.